voudrais parler de poésie et de philosophie. Ou plus exactement, opposer la poésie à la philosophie. Car pour moi, ce sont deux registres totalement différents et même antagonistes. Je connais certains philosophes qui sont poètes, certains poètes qui sont philosophes, mais ça ne m'a pas du tout convaincu. Il faut bien comprendre, je dirais même que le mélange de poésie et philosophie est un mélange particulièrement hybride, comme tout mélange d'ailleurs. Qu'est-ce qui distingue la poésie et la philosophie? Dans les deux cas, bien entendu, nous avons un rapport au langage, aux mots, MOTS. Mais la différence, c'est la suivante, à mon avis. C'est que la poésie fonctionne sur des automatismes, c'est-à-dire que la personne qui entend un mot va réagir, ça va lui parler, ça va avoir une résonance immédiatement en elle, tandis que la philosophie est quelque chose de plus raisonné, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il s'agit de réfléchir sur le sens qu'on va donner à un mot. Et on réfléchit généralement ensemble. Il s'agit de repenser la signification du mot, de la reformuler. Et je voudrais faire une petite parenthèse sur la traduction. Car la traduction, c'est une espèce de stade intermédiaire entre la poésie et la philosophie. Entendons par là que le traducteur, par la somme de mots qui ont des équivalents dans une autre langue, la langue où il s'agit d'arriver, mais est-ce qu'il comprend véritablement ce qu'il traduit? J'en suis pas certain. J'ai connu des traductrices qui pouvaient faire des traductions tout à fait intéressantes et qui par ailleurs n'avaient aucune capacité de discussion, de dialogue philosophique. Ce qui me paraît un peu paradoxal. Et je reviens sur cette dualité poésie-philosophie. Les classes de terminale en France ont pour vocation, à mon avis, ou avaient pour vocation, de nous sevrer de l'approche affective du langage, qui est un peu l'approche du dictionnaire, pas du dictionnaire philosophique, excusez-moi, le dictionnaire philosophique qui est là pour justement montrer que tel mot peut avoir des significations très diverses selon les philosophes, et non pas dans le public. Attention, il faut bien préciser la différence. Donc on est bien d'accord sur le fait qu'un certain mot, dans le dictionnaire de la langue par exemple, un certain mot qui a un sens obvi dans le public va connaître des variations, des modulations diverses parmi les philosophes, parmi les penseurs. Et dire le verbe même penser est quand même extrêmement ambigu, même s'il a été immortalisé par Descartes, le cogito. Mais qu'est-ce que c'est que le cogito? Qu'est-ce que c'est que le cogito ergo sum? On peut se poser la question. Si le cogito, c'est simplement, je dirais, ce qui me fait penser à. J'ai un de mes amis qui avait toujours cette expression à la bouche, ça me fait penser à. On est dans un système d'association d'idées, d'association de mots. Quelque chose d'assez mécanique finalement. Et puis il y a le fait de penser véritablement, de réfléchir, avec la notion de réflexion qui veut dire quelque chose qui est travaillé, qui est mise en perspective. Et donc ça c'est déjà beaucoup plus sérieux. Mais en même temps, le philosophe va s'éloigner inévitablement du langage courant. Autrement dit, un livre de philosophie ne se lit pas comme un poème. Et d'ailleurs, il lui faut beaucoup plus d'espace pour s'exprimer, le philosophe, que le poète.
Pourquoi? Parce que le poète, tout simplement, il travaille directement sur nos ressentis sémantiques. Donc tel mot, bon voilà, il a un tel écho, il a tel impact. Point. Donc on peut effectivement écrire un poème d'une page avec énormément de mots qui vont chacun avoir un certain impact. Cet impact, il ne s'agit pas de le préciser, il est déjà intégré chez le récepteur. Donc l'émetteur, lui, il n'a qu'à lancer ces mots-là, et le récepteur, lui, il est déjà programmé pour réagir à ce mot. Ça me fait penser d'ailleurs, entre parenthèses, à la procréation. Le sperme de l'homme va déclencher systématiquement et automatiquement une réaction en chaîne, avec un processus de mise en œuvre de l'engendrement, de l'enfantement, qui va s'en suivre sur un temps que l'on connaît. Donc, la poésie a quelque chose d'automatique, et qui ne justifie pas les commentaires, les explications. Non, on ne dirait pas que c'est une sorte de réalité sémantique. Elle est là, le mot a été prononcé, c'est quelque chose qui est en soi définitif en quelque sorte. Donc le poème, ça sera comme ça une succession, une juxtaposition de mots, et chaque mot aura sa propre valeur, son propre impact. Ça sera donc une sorte de juxtaposition, et le récepteur devra se débrouiller avec ça. À l'encontre de cette façon de faire, le texte philosophique, lui, il est d'abord travaillé par l'émetteur, par celui qui écrit. Ça ne veut pas dire qu'il ne demande pas un certain travail de la part du récepteur, mais ce n'est pas le même type de travail que dans le cas du lecteur de poèmes. Donc la poésie nous donne une sorte de représentation du langage qui est de l'ordre de l'enchantement, si on peut dire. C'est-à-dire que voilà, les mots, voilà, la force des mots, le poids des mots, comme dirait Paris Match, voilà, les mots, des mots qui sont en sorte des images, en fin de compte, c'est à peu près la même chose. C'est le choc des mots, libération, liberté, révolution, etc., etc. Tout ça, c'est des mots qui claquent, n'est-ce pas? Et qui vont avoir un retentissement chez les personnes qui l'entendent, qui ira de soi. Ça ne signifie pas forcément que tout le monde comprendra ces mots de la même manière, mais en tout cas, tout le monde aura le sentiment de les comprendre. Ce qui crée d'ailleurs parfois des malentendus, puisque tout le monde a compris, et peut-être pas compris la même chose. Peut-être pas compris, vécu la même chose. Donc, le philosophe n'hésitera pas à employer des mots à contre-courant, si on peut dire, en les reformulant, en redéfinissant leur signifié. Il va garder le signifiant, le mot, l'enveloppe, mais il va y mettre un nouveau contenu. Et ça peut effectivement être déroutant, parce que les gens qui lisent de la poésie, ils sont assez paresseux finalement. Les mots, là, un mot, comme dirait Boileau, j'appelle un chat, bon, terminé, voilà, bon. Le mot veut dire ceci, il ne va pas d'autre signification. Dans les cafés philo, justement, il y a cette confrontation, ce malentendu permanent entre, d'un côté, ceux qui s'attachent à la lettre du mot, en réalité, qui s'attachent à un certain contenu qui semble attaché de façon absolument définitive à un mot donné, et ceux qui sont là justement pour repenser sa signification, reformuler sa signification, renégocier sa signification dans le cadre du texte, avec les gens qui sont autour. Et ces deux populations qui ont un rapport très différent au langage, d'un côté un rapport affectif finalement, un rapport automatique, de l'autre côté un rapport rationnel, un rapport qui se situe dans la négociation, et dans la formulation, et dans le contexte, et dans la mise en perspective. Ce n'est pas du tout la même chose. Et finalement, nous avons là un clivage qu'on pourrait appeler socioculturel, au sens de Bourdieu en quelque sorte, par certains côtés. C'est-à-dire un clivage social entre ceux qui sont
disons en quelque sorte, ceux qui n'ont pas été formés à la discipline universitaire, à la discipline intellectuelle, et qui fonctionnent sur un bagage qui a d'ailleurs été acquis très jeune, et qui leur sert de référence, de savoir, à la limite. C'est un savoir qu'ils ont reçu très tôt et qui est censé leur servir toute leur vie et être partagé, être commun à tous ceux avec lesquels ils auront affaire. Et puis, il y a ceux qui sont sevrés et qui ne sont plus dans ce genre d'enchantement, qui sont dans le désenchantement, si on veut, et qui considèrent que le mot doit se reformuler, que tout est à refaire. Les mots doivent être redéfinis. Alors, moi, par exemple, j'emploie actuellement le mot fascisme comme concept général de la droite. Je l'emploie dans un sens particulier, au sens presque étymologique, bon, si on veut. Mais disons que je dis simplement, moi j'emploie ce mot et je définis comment je l'emploie. Donc c'est mon droit, c'est ma liberté de le définir et de le redéfinir. Et quand les gens me lisent, ils doivent savoir dans quel sens je l'emploie. D'autant plus que je le précise. Mais c'est important parce qu'il y a des mots qui sont parfois chargés, diabolisés, comme le mot communautarisme, qu'il faut aussi repenser. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté? Qu'est-ce que c'est que la multiculturalité? Il y a des mots comme ça qui sont étiquetés comme étant bons ou mauvais, parce qu'il y a tout un manichéisme dans la problématique poétique. La philosophie est beaucoup moins manichéenne que la poésie, parce que la poésie, l'enfant, il apprend très tôt à classer les mots qui sont bons ou mauvais, les mots qui sont agressifs ou qui sont conciliants. Et donc, par conséquent, les mots, on peut pas, voilà, les mots, on joue pas avec les mots, si on peut dire. Pour les gens qui sont dans le domaine, dans la classe inférieure de la société, on ne joue pas avec les mots. Les mots sont une chose sérieuse. C'est la base même, c'est le fondement même de la société, de la communication, du langage. Alors que le philosophe, lui, il pourra être beaucoup plus tenté de jouer avec les mots, de les reformuler à sa façon, à sa guise, et de les relier entre eux d'une façon nouvelle, inattendue, non convenue, si on peut dire. Là aussi, donc, on voit bien qu'il y a des différences importantes. Et quand vous communiquez, quand vous discutez avec quelqu'un, vous apercevez très rapidement s'il a une certaine liberté par rapport au signifié qui est accordé à un signifiant, ou bien si ce signifié est collé complètement au signifiant et qu'il n'est pas question d'en démordre, et il n'est pas question de changer la valeur, la force du mot. Il faut le laisser tel qu'il est, il faut le laisser à sa dimension première, en quelque sorte, sa dimension immédiate. Voilà ce que je voulais dire sur cette question-là, qui, pour dire que moi, je m'accorde une certaine liberté par rapport au langage. Je ne crois pas, et je dirais d'ailleurs, pour terminer aussi, je crois l'avoir dit à d'autres occasions, il est très important d'avoir une approche polyglotte du langage. Il faut se méfier de l'étymologie, bien évidemment. Les gens qui croient que le mot se définit non pas par la négociation qu'on peut avoir dans la textualité, mais par son origine, alors là, c'est de l'anti-humanisme, c'est une façon de dire, moi, vous savez, moi, je ne suis pas libre des mots que j'emploie. Il y a une étymologie, le mot étymologie, d'ailleurs, voulant dire, curieusement, vérité en grec. Bon, alors c'est les gens qui sont tout le temps avec un dictionnaire pour vous dire ce que le mot veut dire, pas un dictionnaire philosophique en l'occurrence, bon là c'est assez catastrophique. Alors en effet, il y a là quelque chose qu'il faut, il y a une liberté à prendre, il faut libérer l'individu, le locuteur, de cette gangue du mot, de ce carcan du mot, et lui expliquer que ce mot, il peut le libérer, il est libre, il peut le libérer, et notamment en étant polyglotte. Parce que on s'aperçoit qu'il est souvent absurde
de raisonner philosophiquement sur les acceptions qui sont propres à une langue donnée. Alors là, on tombe carrément de la philosophie vers la littérature française ou la littérature allemande. Donc effectivement, il me paraît extrêmement sain, notamment dans les cafés philo, de faire le tour d'un certain nombre d'usages linguistiques, parce que, et c'est sur ce point que je crois qu'il faudrait insister, c'est qu'il y a des associations de mots au niveau sémantique qui ne sont pas les mêmes d'une langue dans une autre. J'ai donné l'autre fois le cas du mot work, travail. En français, travailler, c'est réservé presque toujours à un être humain, même si on peut dire que le bois travaille. Bon, hein. Alors qu'en allemand et en anglais, on peut aussi bien dire qu'une machine travaille. Le mot work veut aussi bien dire quelqu'un va travailler, personne va travailler, mais on va dire aussi que cette machine travaille. It works. Et on le dit aussi en allemand. Werken, wirken, etc. Tout ça, c'est des notions qui ne sont pas limitées à un sujet humain. Donc, moi je trouve que c'est très intéressant, une langue anglaise qui, à juste titre d'ailleurs, à mon avis, montre qu'il n'y a pas de différence fondamentale dans bien des cas entre le travail d'une machine et le travail d'un ouvrier, par exemple. Ce qui nous renvoie d'ailleurs au temps moderne de Chaplin, etc. Et ça, la France, le français est plus réfractaire à ce genre de rapprochement. Et donc, pour penser le rapport entre la fonctionnalité de l'ouvrier et la fonctionnalité de la machine et de l'appareil, eh bien, c'est beaucoup plus évident pour un anglophone que pour un francophone. Mais on pourrait donner des tas d'exemples inverses, etc. Il y a des choses trappes, il y a des pièges dans la langue, dans toute langue, qui vont faire des associations qu'on ne trouve pas dans d'autres langues, ou qui vont empêcher de faire des associations qu'on trouve dans d'autres langues. Et là encore, voyez-vous, je crois qu'il est absolument nécessaire de ne pas se limiter aux connotations qui sont propres à une langue donnée, ce qui, en général, est le cas de la poésie. Et justement, ça nous renvoie à la question de la traduction. Comment peut-on traduire une langue dans une autre, alors que les liens, les réseaux sémantiques ne sont pas les mêmes, sans parler de certaines similitudes de mots qui sont d'ailleurs propres à la poésie, puisque la poésie travaille beaucoup sur les rimes, et qui vont faire qu'on va rapprocher deux mots qui n'ont pas la même étymologie, mais qui ont la même finale, qui riment entre eux, et cela va varier évidemment totalement d'une langue à une autre. Sauf que, bien entendu, bon, on peut imaginer aussi, enfin je ne veux pas rentrer dans les détails, qu'il y a des termes qui sont utilisés aussi bien en français qu'en anglais, qui vont rimer avec les mêmes mots, etc. Mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail des problèmes interlinguistiques et des problèmes d'emprunt.